Dans l'âge d'or de Hollywood, arborer une chevelure absolument parfaite était une loi d'airain, même si tout cela n'était que du vent et du faux. Derrière les coiffures iconiques de ces 15 stars légendaires se cachait un secret minutieusement gardé, des perruques, de la colle et une immense illusion. Bienvenue du côté obscur du glamour et du strass, parlons un peu de Humphrey Bogart. Derrière l'éternel cigare au bec, ce regard d'acier et l'imperméable mythique du film Casablanca, Humphrey Bogart dissimulait un secret que même le célèbre personnage de Rick Blaine n'aurait jamais osé confesser à qui que ce soit. Alors que le monde entier le percevait comme l'incarnation même de l'homme dur, le pilier du film noir, l'acteur portait sur son crâne non seulement le poids immense de la célébrité, mais aussi un postiche conçu avec une précision millimétrée. Bogart a commencé à perdre ses cheveux au début de la trentaine, pile au moment où Hollywood commençait enfin à le regarder avec un œil différent. Lorsqu'il a tourné dans Le Faucon maltais ou Le Grand Sommeil, il dépendait déjà totalement de ses compléments capillaires pour tenir son rang. Mais attention, ce n'était pas une simple prothèse esthétique. C'était un élément vital de sa marque de fabrique, une illusion maintenue, avec une obsession quasi maladive par les studios. Le directeur de la photographie Arthur Edison a avoué, bien des années plus tard, qu'éclairer Bogart était devenu un véritable art en soi. La lumière devait tomber selon un angle absolument parfait pour qu'aucune ombre traîtresse ne vienne trahir la bordure du postiche. Et Boggy le savait parfaitement. Parfois, en plein milieu d'une prise, il ajustait très subtilement sa posture s'il sentait que l'éclairage risquait d'exposer son secret au grand jour. Ce n'était plus seulement du jeu d'acteur, c'était de la pure stratégie. Si l'on en croit les mémoires de la grande Lorraine Bacall, son épouse, Bogart ne s'affichait jamais en public sans son postiche, pas même dans l'intimité la plus totale. Le seul endroit où il s'autorisait à l'enlever était la piscine. Et même là, il ne tolérait ni caméra, ni regards indiscrets. C'était là sa force invisible, a écrit Bacall avec beaucoup de tendresse. Et le plus bouleversant, c'est que durant son ultime combat contre le cancer en 1956, Bogart insistait pour porter sa perruque, même clouée sur son lit d'hôpital. Jusqu'à ces tout derniers instants, le dur à cuire du cinéma s'est accroché à son image avec la même ténacité que ses personnages face à l'adversité. Parce que dans le Hollywood de l'époque, la virilité et la puissance n'admettaient aucune forme de calvitie. Et pour Humphrey Bogart, perdre ses cheveux était bien plus terrifiant que de devoir affronter la Gestapo ou le crime organisé. Cette perruque n'était pas de la vanité. C'était une question de survie professionnelle. Passons maintenant à William Holden. William Holden a débuté sa carrière à Hollywood avec un visage d'ange, une mâchoire carrée et une crinière dorée qui semblaient avoir été sculptées par les dieux eux-mêmes. On l'appelait le Golden Boy, mais même l'or finit par perdre de son éclat avec le temps, et dans le cas de Holden, cela a commencé par la racine. Dès l'aube de sa trentaine, ses cheveux commençaient déjà à lui dire adieu, de façon inévitable et totalement irrémédiable. Mais c'est précisément à ce moment-là que Hollywood lui a offert une seconde chance avec le film Boulevard du crépuscule. Quelque part, c'est assez ironique, une histoire qui traite de la décadence et des fausses apparences, alors que Holden lui-même tentait désespérément de cacher la sienne. Dans Boulevard du crépuscule, sa ligne de cheveux était encore naturelle, bien qu'elle soit visiblement en train de battre en retraite. Mais pour le tournage de Stalag 10 à 7, seulement 3 ans plus tard, le postiche était déjà devenu un protagoniste silencieux et indispensable. Le maquilleur Larry German a expliqué qu'au début, il se contentait de combler les manques pour imiter son ancien look, mais peu à peu, le cuir chevelu de Holden a cédé et les perruques ont fini par gagner tout le terrain. Le plus tragique dans cette histoire, ce n'était pas la perte des cheveux, mais tout ce que cela symbolisait pour lui. Contrairement à d'autres acteurs qui acceptaient leur postiche comme un simple outil de travail, Holden vivait cela comme une véritable trahison envers lui-même, un déguisement forcé qu'il détestait par-dessus tout. Le réalisateur Billy Wilder, son complice de toujours, s'en souvenait très bien. Bill n'avait aucune vanité, sauf pour ses cheveux. Il détestait ça, ça le faisait souffrir de devoir faire semblant. Et dans des conditions de tournage beaucoup plus hostiles,
comme dans les jungles étouffantes du pont de la rivière Kwai, garder le secret devenait une bataille de chaque instant, entre la sueur, la chaleur accablante, l'humidité et l'œil impitoyable des caméras. Parfois, si l'on observait vraiment attentivement, on pouvait deviner le subterfuge. Dans les années 60 et 70, la situation n'a fait qu'empirer. Entre les ravages de l'alcool et la fatigue accumulée, son visage vieillissait à vue d'œil. Mais ses photos de presse continuaient de montrer un Holden jeune et toujours parfaitement coiffé. Le contraste était brutal, douloureux et terriblement réel. Car, pour William Holden, ce postiche n'était pas un accessoire de mode, c'était un masque qu'il ne supportait plus de porter, mais qu'il ne pouvait tout simplement plus retirer. Fred Astaire. Fred Astaire semblait littéralement flotter sur la piste de danse, léger, élégant et toujours impeccable. Mais alors qu'il éblouissait le monde entier avec ses pas de danse impossibles, il transportait avec lui un partenaire dont personne ne parlait jamais et qui ne figurait pas au générique. Son toupet. Et oui, même le gentleman aux hautes formes et aux chaussures vernies cachait sous cette coiffure sans défaut un secret scrupuleusement collé à son cuir chevelu. Astaire a commencé à perdre ses cheveux vers la fin de ses 20 ans, bien avant de devenir le roi incontesté de la comédie musicale hollywoodienne. Lorsqu'il a signé avec la RKO, il utilisait déjà des postiches fabriqués sur mesure pour lui. Mais ce n'était pas n'importe quel postiche, c'était une véritable prouesse d'ingénierie capillaire. Danser sur les murs, les plafonds et les scènes du monde entier exigeaient bien plus qu'une simple colle forte. Son maquilleur de confiance, Robert Schiffer, a révélé qu'ils avaient collaboré avec la célèbre marque Max Factor pour mettre au point un adhésif ultra spécial capable de résister à la sueur, aux sauts et aux pirouettes les plus folles. En plus, ces perruques étaient conçues sur une base en soie et non en dentelle, ce qui offrait une bien meilleure ventilation et une tenue irréprochable. Astaire traitait son postiche avec le même perfectionnisme maladif qu'il appliquait à ses chorégraphies légendaires. Il ne voyageait jamais sans plusieurs exemplaires identiques, tous entretenus avec le plus grand soin par une équipe de stylistes triés sur le volet. Pendant des dizaines d'années, on n'a jamais recensé un seul incident où sa perruque se serait fait la malle en plein spectacle. Pas un seul. Un record aussi impeccable que ses pas de claquette. Ginger Rogers, sa partenaire mythique à l'écran, le disait d'ailleurs avec beaucoup de malice. Elle devait toujours se rappeler de ne pas lui passer les doigts dans les cheveux lors des scènes romantiques. Fred ne me l'aurait jamais pardonné si j'avais eu le malheur de décoiffer son petit ami, disait-elle en rigolant. Et voilà comment, pendant que le monde entier avait les yeux rivés sur ses pieds, personne ne remarquait ce qui se tramait réellement sur sa tête. Fred Astaire ne se contentait pas de danser avec une grâce infinie. Il savait aussi tromper l'œil de son public avec une perfection absolue. Spencer Tracy. Spencer Tracy ne jouait pas la comédie. Sa façon d'habiter un personnage semblait si organique et si honnête que la caméra finissait tout simplement par se rendre devant lui. À une époque marquée par les grands gestes et le mélodrame théâtral, Tracy, lui, se contentait de murmurer pour dominer tout l'écran. Mais alors qu'il projetait cette image de sincérité totale, il cachait en réalité quelque chose de très soigneusement dissimulé, un postiche si subtil et si bien conçu que le public n'a jamais soupçonné que l'acteur le plus naturel d'Hollywood portait chaque jour sur lui un petit morceau d'artifice. Tout a commencé à basculer dans les années 50, quand la crinière épaisse de sa jeunesse n'est devenue qu'un lointain souvenir. La MGM, avec son flair clinique pour préserver ses stars les plus rentables, n'a pas attendu que sa calvitie ne devienne un vrai problème visuel. Leur solution a été si progressive que même les fans les plus attentifs n'ont jamais remarqué le truc. William Tuttle, son maquilleur, a fini par avouer la stratégie. On ne voulait surtout pas d'un postiche qui saute aux yeux. Au début, on se contentait de combler certaines zones spécifiques, sans jamais créer de fausses implantations ou de volumes impossibles. L'idée, c'était vraiment qu'il ressemble à un homme d'âge mûr, et surtout pas à une espèce de poupée de cire. Et croyez-le ou non, ça a fonctionné à merveille. Tracy est resté Tracy, vieillissant comme un bon vin sans aucun changement brusque. Son toupet a grandi avec lui, s'adaptant aux cheveux blancs, à la fatigue et au poids des années. Rien ne dépassait, rien n'était suspect. C'était tout l'art de disparaître dans un rôle
même avec un petit coup de pouce technique. Sa compagne de toujours, Katharine Hepburn, était l'une des rares personnes devant qui Spencer osait enfin retirer ce masque. En privé, elle appelait ça cette fichose, mais elle ne s'en est jamais plainte publiquement par pur respect pour lui. Pour lui, comme pour tous les grands professionnels, le postiche était un outil de travail au même titre qu'un projecteur ou un scénario. Et ce fut le cas jusqu'au bout. Dans Devine qui vient dîner, son tout dernier film avant de s'éteindre, la perruque ne pouvait plus masquer l'inévitable. Sa santé déclinait sérieusement. Son visage était marqué. Son énergie s'évaporait. Pourtant, ses cheveux étaient toujours là, non pas comme un symbole de vanité, mais plutôt comme l'ultime armure d'un acteur qui refusait de distraire son public de l'essentiel, la vérité profonde et humaine, qui se cache derrière chaque personnage. John Wayne, le chapeau de cow-boy, la démarche lourde et assurée, ce regard qui n'avait besoin d'aucun mot pour se faire comprendre. John Wayne, c'était l'Ouest sauvage incarné, mais derrière cette image d'homme indestructible se cachait une vérité qu'aucun hors-la-loi n'aurait osé mentionner. Le duc lui-même était devenu complètement chauve. Wayne a commencé à perdre ses cheveux vers la trentaine, pile au moment où sa carrière décollait avec la chevauchée fantastique en 1939. À mesure que sa gloire grandissait, sa ligne de cheveux reculait. Et les studios ne pouvaient pas laisser le symbole de l'homme américain paraître vieux ou affaibli. La solution? Un postiche conçu très minutieusement pour avoir l'air totalement négligé. Et oui, car contrairement aux perruques bien lisses des séducteurs citadins, celle de Wayne devait donner l'impression de n'être absolument pas artificielle. Le duc voulait que sa tignasse ait l'air d'avoir survécu à une terrible tempête de sable, confiait son styliste Charlie Yamora. C'étaient des perruques rustiques, un peu ébouriffées, fabriquées pour paraître totalement authentiques sous le soleil de plomb du désert. Mais porter une perruque en plein milieu de Monument Valley n'était vraiment pas une mince affaire au quotidien. Entre la poussière, le vent, la transpiration et les folles chevauchées, le secret risquait littéralement de s'envoler à tout moment. C'est pour ça que, pendant les scènes d'action, Wayne portait un foulard spécial sous son chapeau pour maintenir le tout en place, même au grand galop. Il faut savoir que John Wayne n'avait absolument aucune once de sentimentalisme envers son toupet. Il le traitait exactement comme il traitait sa ceinture ou son propre revolver. Ce n'était pour lui qu'une simple partie de son costume de scène. Le célèbre réalisateur Howard Hawks se souvenait que le Duke pouvait très bien l'enlever sans le moindre complexe devant ses amis les plus proches, mais qu'il le remettait illico dès qu'un parfait étranger pointait le bout de son nez. « Ce truc-là tient bien plus chaud qu'un toit en tôle en plein mois d'août », disait-il souvent en éclatant de rire. Mais bon, cela plaît beaucoup aux dames. Alors, on va le laisser là où il est. John Wayne n'a jamais été un homme du genre à se dégonfler ou à reculer devant un obstacle, pas même face à une calvitie de plus en plus visible. Il s'est contenté de la dissimuler avec la même astuce et la même agilité qu'il mettait à dégainer son revolver, sans aucune excuse, sans faire de drame inutile et en gardant toujours un style impeccable. Si vous avez apprécié cette petite vidéo, n'hésitez pas à laisser un 1 dans les commentaires. Si ce n'était pas votre tasse de thé, laissez-moi plutôt un 0. Je vous remercie vraiment pour votre grande franchise à ce sujet. Robert Taylor. Robert Taylor n'est pas né star de cinéma. Il a été littéralement fabriqué pour le devenir, avec une mâchoire absolument parfaite, des sourcils sculptés avec soin et une coiffure digne des plus grands magazines de mode. Il était l'homme que la MGM a façonné de toutes pièces, en partant de zéro, pour être leur réponse ultime et définitive à l'idéal masculin de l'époque. Mais même au cœur de cette sculpture vivante, tout n'était pas aussi solide qu'il n'y paraissait au premier regard. Très tôt, les grands dirigeants de la MGM ont décelé un petit problème technique. Sa chevelure commençait déjà à montrer des signes inquiétants de retraite bien trop anticipée. Et pour un jeune premier romantique en plein âge d'or d'Hollywood, c'était tout bonnement impensable. Le studio a donc décidé d'agir avec une sorte de chirurgie esthétique de haute précision capillaire. Ce qui est assez curieux, c'est que Taylor a commencé à porter des postiches bien avant que sa calvitie ne devienne réellement flagrante pour le public. L'objectif n'était pas de corriger, mais bel et bien de prévenir le coup. Sidney Gilaroff, le légendaire coiffeur vedette du studio, l'expliquait d'ailleurs très clairement et sans prendre de gants.
La crinière de Robert était considérée comme un véritable investissement financier. Nous ne pouvions pas tolérer la moindre modification de sa ligne frontale sans obtenir l'approbation directe de la direction du studio. Ses tout premiers postiches n'étaient en fait que de simples extensions, des pièces minuscules destinées à renforcer sa pointe de veau naturelle sur le front. Mais au fil des années, à mesure que la perte de cheveux progressait, les pièces sont devenues des perruques complètes, adaptées sur mesure à chaque grande étape de sa carrière. Durant ses années de jeunesse, son postiche était une coiffure de rêve, parfaitement mise en place, digne de poser aux côtés de la célèbre Greta Garbo. Mais quand les temps ont changé et que les hommes rudes sont devenus à la mode, ces perruques ont commencé à devenir plus ébouriffées, plus masculines et un peu moins parfaites qu'auparavant, tout cela en suivant scrupuleusement les besoins du scénario. Même son contrat de travail incluait des clauses extrêmement spécifiques concernant sa chevelure. Aucune coupe, aucun changement de style et absolument aucune apparition publique n'était permis sans la supervision constante de la MGM. Son look était tout simplement la propriété exclusive du studio. Contrairement à d'autres acteurs de sa génération, Taylor n'a jamais fait d'esclandre ou de scandale. Il n'en riait pas forcément, mais il ne cachait pas non plus sa perruque comme s'il s'agissait d'un traumatisme honteux. C'était un peu comme connaître son texte sur le bout des doigts, se souvenait le réalisateur George Sidney. On se devait d'arriver sur le plateau bien préparé. Et cela incluait évidemment sa chevelure. Parce que Robert Taylor n'était pas seulement un simple acteur, c'était un véritable produit de grand luxe et son toupet faisait partie intégrante de l'emballage de la star. Cary Grant. Cary Grant ne se contentait pas de marcher, il glissait littéralement avec élégance, il ne se contentait pas de parler, il séduisait tout son auditoire. À l'écran, il était l'incarnation même de l'homme idéal. Élégant, plein d'esprit, vêtu de façon impeccable et arborant toujours cette chevelure gominée qui ne bougeait jamais d'un seul millimètre. Mais ce que personne ne savait, et ce que personne ne voulait d'ailleurs vraiment savoir, c'est que cette coiffure était en réalité une véritable œuvre d'art et une sacrée tromperie. Vers le milieu de la trentaine, pile au moment où il consolidait son règne en tant que roi incontesté des comédies romantiques, Grant a commencé à perdre ses cheveux de façon notable. Pour n'importe quel autre acteur, cela aurait été une simple menace pour sa carrière. Pour Cary Grant, c'était devenu une véritable urgence nationale. Son charme irrésistible était directement lié à cette image de perfection absolue qu'il projetait. Sa solution ne fut pas de porter une simple perruque, mais de créer la perruque ultime. Selon son maquilleur personnel, Del Armstrong, les pièces capillaires utilisées par Grant étaient les plus coûteuses et les plus sophistiquées de tout Hollywood. Chaque cheveu était minutieusement noué à la main sur une base si fine qu'on ne pouvait absolument rien remarquer, même lors des gros plans les plus serrés de la caméra. Et il n'en possédait pas qu'une seule, il en avait de véritables collections entières pour toutes les situations. Il possédait différents postiches pour chaque occasion, un parfaitement ordonné pour les comédies romantiques, et un autre un peu plus rebelle et sauvage pour ses rôles dans des films d'aventure. Il permettait même à ses perruques de vieillir naturellement en même temps que lui au fil des ans. À mesure qu'il prenait de l'âge, ses cheveux devenaient eux aussi plus gris, donnant ainsi une illusion d'authenticité que bien peu d'acteurs de l'époque osaient réellement répliquer. Grant était d'une discrétion absolue, presque paranoïaque sur ce sujet précis. Il n'en parlait jamais en public, mais entre amis, il se laissait parfois aller à une petite plaisanterie. Alfred Hitchcock se rappelait que Cary appelait affectueusement son toupet « ma thérapie réaliste pour traumatisme capillaire ». Et il ajoutait avec un petit sourire typiquement britannique « ce n'est pas de la vanité, c'est simplement du bon sens ». Le public paie le prix fort pour voir la star Cary Grant, pas pour voir un vieux monsieur chauve qu'il ne serait même pas capable de reconnaître. Et il avait tout à fait raison. Le public ne voulait pas de la vérité toute crue. Il voulait que le rêve continue. Et Cary Grant, grâce à l'aide de plusieurs milliers de dollars investis dans des cheveux artificiels de haute qualité, il leur a donné exactement ce qu'ils attendaient, et ce, jusqu'à sa toute dernière mèche de cheveux. Bob Hope. Il possédait ce petit quelque chose que si peu d'artistes
ont réussi à obtenir à Hollywood au cours de leur carrière une longévité incroyable, un charisme fou et un public qui le vénérait littéralement comme un membre de la famille. Pendant plus de 60 ans, il a été la véritable incarnation et la voix de la comédie américaine à travers le monde. Mais alors que tout le monde riait aux éclats devant ses blagues rapides et son nez en forme de tremplin de ski, si emblématique, personne ne se doutait que le look célèbre de Bob faisait lui aussi partie d'une mise en scène millimétrée. Hope a commencé à porter une perruque dès le début des années 40, au moment précis où sa carrière à la radio et au cinéma commençait à briller de mille feux dans le ciel de Hollywood. Contrairement aux jeunes premiers romantiques qui mouraient de peur à l'idée de perdre leur sex-appeal sans une crinière abondante, le défi pour Bob était bien plus technique qu'esthétique. Son postiche devait impérativement survivre au chaos ambiant des plateaux de tournage. Sauts périlleux, chutes spectaculaires, changements de costumes effrénés et courses-poursuites comiques, tout cela sans jamais se décoiffer. Son maquilleur, Wally Westmore, l'expliquait d'ailleurs avec beaucoup d'humour. La perruque de Bob devait être aussi solide que son propre rythme de travail acharné. Si elle bougeait ne serait-ce que d'un millimètre, la blague tombait à l'eau et la scène était ruinée. Mais le plus fascinant chez Bob Hope, ce n'était pas le fait qu'il porte un postiche, c'était surtout sa façon de s'en servir intelligemment. Lors de spectacles privés devant les troupes militaires, il lui arrivait d'intégrer sa perruque au spectacle lui-même. Il faisait semblant de la perdre ou la réajuster de manière outrancière pour déclencher des fous rires incontrôlables chez les soldats. Toutefois, cela n'arrivait que dans l'intimité de la scène. À la télévision ou au cinéma, il n'y avait jamais la moindre allusion, pas la moindre faille visible. Harry Gilbert, son coiffeur et styliste de confiance, gérait une rotation de perruques parfaitement identique, toujours coiffée exactement de la même façon, et toujours prête pour affronter les projecteurs de la caméra. Les cheveux de Bob étaient comme sa signature visuelle, disait-il. Si cela changeait, le public se sentait déconnecté. Et c'est exactement ce qui s'est produit. De la Seconde Guerre mondiale jusqu'à l'ère de la couleur, Hope a maintenu son image totalement inaltérable. Ni le temps qui passe, ni les nouveaux formats, ni la vieillesse évidente n'ont pu lui voler sa couronne artificielle. Même quand il a atteint les 80 ou 90 ans, et que le postiche commençait doucement à se faire remarquer sous les lumières crues des plateaux, le public l'acceptait sans rien dire. C'était Bob Hope, tout simplement. Sa coiffure faisait partie intégrante du paysage émotionnel de toute l'Amérique. James Stewart était l'homme intègre par excellence, le voisin idéal, le genre de gars qui faisait toujours ce qu'il fallait, même si cela devait tout lui coûter à la fin. Avec sa démarche un peu gauche, son accent traînant si tranquille et ce regard d'une honnêteté désarmante, Stewart a conquis le cœur des spectateurs comme l'Américain moyen ultime de l'histoire de Hollywood. Pourtant, même lui, l'acteur sans doute le plus authentique de tout le système des grands studios, cachait quelque chose sous cette coiffure modeste. Une perruque soigneusement conçue pour n'avoir l'air de rien de spécial, une illusion parfaite de simplicité. À l'inverse d'autres séducteurs qui camouflaient leur calvitie dès le premier signe de dégarnissement, Stewart a laissé ses cheveux reculer aux yeux du monde entier pendant ses premières décennies au cinéma. Dans Monsieur Smith au Sénat, ou dans La vie est belle, son front s'allongeait déjà visiblement, et cela ne faisait que le rendre encore plus attachant et humain aux yeux des gens. Mais quand il a franchi la quarantaine et que la chute de cheveux s'est accélérée brusquement, le studio a décidé de prendre les choses en main sérieusement. La solution fut aussi modeste que sa propre personnalité, une perruque qui ne brillait pas, qui ne se faisait pas remarquer et qui semblait authentiquement imparfaite. Son maquilleur personnel, Charles Schramm, a révélé que Stewart demandait explicitement que son postiche ressemble à celui d'un homme tout à fait ordinaire que l'on croise dans la rue. Pas de coiffure trop travaillée, rien de trop juvénile. Juste un petit coup de pouce discret pour continuer à ressembler à lui-même, sans artifice inutile. C'est ainsi que l'un des acteurs les plus sincères du cinéma a utilisé une illusion quotidienne pour renforcer cette image d'authenticité, non par pure vanité, mais par un vrai souci de cohérence envers son public.
C'était un peu comme enfiler le costume de son personnage ou se maquiller avant d'entrer en scène, racontait le réalisateur Henry Koster. Jimmy mettait sa perruque avec la même simplicité naturelle et le même automatisme qu'il mettait ses chaussures le matin. Au fil des années, son postiche a vieilli en même temps que lui. Il est devenu plus fin, plus gris, moins dense, exactement comme le véritable Stewart aurait vieilli. Et cette fidélité absolue à sa propre image a fait que, paradoxalement, son petit mensonge capillaire semblait plus honnête que n'importe quelle autre coiffure de star à l'époque. Yul Brynner. Yul Brynner, lui, n'a pas perdu ses cheveux par la force des choses, il les a offerts volontairement au public et à son art. En 1951, lorsqu'il a accepté le rôle emblématique du roi de Siam dans la production de Broadway Le Roi et moi, il a pris une décision radicale. Il s'est rasé le crâne totalement. Ce qui ne devait être qu'un acte temporaire pour un rôle est devenu, par un pur hasard du destin, sa marque de fabrique indissociable. L'impact fut absolument immédiat. À une époque où tous les jeunes premiers affichaient des chevelures abondantes et gominées, Brynner cassait les codes avec son crâne, luisant et sa prestance imposante. Son apparence chauve, alliée à son corps athlétique et sa voix pleine d'autorité, possédait un caractère magnétique et irrésistible. C'était de l'énergie pure, un exotisme brut qui crevait l'écran. Hollywood l'a adoré instantanément. Le public ne pouvait plus détacher son regard de lui. Et c'est ainsi qu'un véritable phénomène culturel est né. Un homme qui avait des cheveux, mais qui a fait le choix délibéré de s'en passer. Et cet acte de rébellion esthétique unique a fini par faire de lui une légende absolue du 7e art. Mais c'est ici que survient le retournement de situation le plus ironique et le plus délicieusement hollywoodien que l'on puisse imaginer. Lorsque certains rôles exigeaient que Yul Brynner apparaisse avec des cheveux, comme dans Salomon et la reine de Saba ou encore Taras Bulba, cet homme, pourtant chauve par pur choix esthétique, se voyait obligé de porter des perruques, ce qui nous a offert l'un des cas les plus curieux de toute l'histoire du cinéma. Imaginez un peu, un acteur qui avait naturellement des cheveux, qui choisissait de se raser le crâne, pour ensuite devoir porter des postiches, afin de faire semblant d'avoir à nouveau une chevelure à l'écran. Selon les confidences du maquilleur Phil Rode, Yul n'a jamais fait preuve d'ego mal placé à ce sujet. Pour lui, ces perruques n'étaient rien d'autre que de simples éléments de costume. Il ne cherchait absolument à tromper personne. Faiblesse qu'il aurait fallu dissimuler, mais plutôt comme un trait distinctif qui le rendait totalement inoubliable, et il l'est resté pour l'éternité. De nos jours, quand on pense au prototype de l'homme chauve et puissant, on n'imagine certainement pas un homme rongé par l'insécurité. On visualise plutôt Yul Brynner, majestueux sur scène ou dans le palais de Siam, avec son crâne parfaitement luisant et absolument rien du tout caché au reste du monde. Frank Sinatra. Frank Sinatra ne se contentait pas de chanter, il vous hypnotisait littéralement. Sa voix était comme un verre de whisky savouré dans un club enfumé, et son style représentait une véritable leçon magistrale d'élégance italienne. Pourtant, alors qu'il conquérait tous les cœurs, des scènes prestigieuses de Las Vegas jusqu'au plateau de tournage de Hollywood, il dissimulait quelque chose sous sa chevelure impeccable, une vérité bien cachée que seuls ses proches les plus intimes osaient parfois mentionner à voix basse. Le célèbre chairman of the board, en personne, portait en réalité un postiche. Sa chute de cheveux a commencé très tôt, dès l'âge de 30 ans. Mais c'est dans les années 1950, au moment même où il ressuscitait sa carrière avec Tant qu'il y aura des hommes et révolutionnait la musique avec ses disques chez Capitol Records, que Sinatra a décidé que son image de marque devait, elle aussi, renaître de ses cendres, en commençant par la racine. Sa collection de compléments capillaires était devenue aussi vaste et variée que son propre répertoire musical. Il possédait des perruques spécialement conçues pour la scène, brillantes sous les projecteurs, des modèles plus discrets pour le cinéma et même des versions plus décontractées pour sa vie de tous les jours. Son majordome personnel, George Jacobs, a confessé que prendre soin du système capillaire de Sinatra était une tâche tout aussi cruciale que de préparer sa cravate de soie ou ses boutons de manchette en or. Ce grand monsieur ne sortait jamais de chez lui sans porter ce qu'il appelait sa couronne.
Mais si le grand public vivait dans une ignorance totale, ses amis du Rat Pack, eux, ne se privaient pas de lui rappeler la réalité. Lors des spectacles au Sands Hotel, Dean Martin lançait souvent des pics entre deux verres. « Frank a un petit coup de main là-haut », disait-il avec malice en pointant son propre crâne du doigt. Sammy Davis Jr., de son côté, se souvenait que Sinatra parvenait parfois à rire de la situation. Il lui arrivait même d'envoyer sa perruque par la poste en guise de plaisanterie. Cependant, face aux inconnus, le sujet devenait strictement tabou. C'est que dans l'univers de Sinatra, le postiche était bien plus qu'une simple nécessité esthétique. Cela faisait partie intégrante de son uniforme. C'était un symbole, une sorte d'armure invisible qui venait compléter le personnage que le monde entier vénérait. Un jour, durant une session d'enregistrement mémorable, Frank a retiré son postiche pour le poser délicatement sur le micro. Même cette chose a besoin de faire une petite pause entre deux prises, a-t-il plaisanté. Le studio a explosé de rire. Mais absolument personne n'a osé prendre de photos. Personne ne s'y risquait car avec Sinatra, les règles du jeu étaient claires, le style était sacré, l'illusion était la loi suprême, et le postiche restait un secret d'État que l'on respectait comme s'il faisait partie intégrante de l'hymne national. Sean Connery. Quand le monde a découvert pour la première fois James Bond dans James Bond contre Dr. No, il était évident que cet homme possédait tout pour lui. Un style incomparable, de la force, un charisme fou et une chevelure aussi parfaitement gominée que son smoking était ajusté. Mais ce que les fans ignoraient totalement, ce qu'ils n'auraient jamais pu imaginer, c'est que cette chevelure était un mensonge aussi élaboré que les gadgets technologiques créés par Q. Sean Connery a commencé à perdre ses cheveux alors qu'il n'avait qu'une vingtaine d'années. Et lorsqu'il a été choisi pour incarner l'agent 007 en 1962, il était déjà passablement chauve, mais les producteurs n'étaient pas du tout disposés à laisser l'espion le plus séducteur du cinéma afficher un cuir chevelu dégarni. C'est ainsi qu'est entré en scène le postiche de haute technologie digne des services secrets. Charles Parker, son maquilleur attitré, l'a expliqué avec une précision presque chirurgicale par la suite. Les perruques de Bond étaient spécialement renforcées, elles devaient résister à l'eau, au vent violent et aux scènes de combat les plus rudes. Elles ne devaient pas bouger d'un millimètre, même en cas d'explosion, et elles tenaient bon. Connery sautait par les fenêtres, se battait contre des requins tueurs et séduisait des femmes fatales, tout cela sans jamais se décoiffer. Ses faux cheveux faisaient partie du personnage, aussi essentiel que son Aston Martin ou son Martini, préparé au shaker et pas à la cuillère. Pourtant, quelque chose d'extraordinaire s'est produit au cours des années 1970. Alors qu'il était déjà une légende vivante, Connery a pris une décision radicale. Il a abandonné son postiche. Dans des films comme The Offense ou Zardoz, il est apparu avec le crâne totalement dégarni devant les caméras, non pas par obligation, mais par pure conviction personnelle. Il ne ressentait plus le besoin de rien cacher. Il n'était plus seulement Bond, il était Sean Connery, et cela suffisait amplement. « Je suis fatigué de tous ces artifices », a-t-il confié au réalisateur Sidney Lumet. « Je veux me montrer tel que je suis réellement, sans aucun ornement superflu. » C'était un coup de poker drôlement risqué, mais ça a merveilleusement bien fonctionné. Sean Connery n'a pas seulement conservé son statut de superstar, il l'a littéralement propulsé vers les sommets dans Les Incorruptibles et la saga Indiana Jones. Dans À la poursuite d'Octobre Rouge, il apparaissait chauve, mûr et surtout plus magnétique que jamais auparavant. Son crâne dégarni est devenu le symbole même de la confiance en soi, de l'expérience et d'un pouvoir tranquille exercé sans le moindre effort. Merci infiniment d'être resté jusqu'au bout pour regarder notre vidéo. Laissez donc un 2 dans les commentaires si vous êtes encore ici avec nous en ce moment. Burt Lancaster. Avant de devenir une icône du grand écran, il faut savoir que Burt Lancaster était un véritable acrobate de cirque. Il voltigeait de trapèze en trapèze sans aucun filet de sécurité, mais une fois arrivé à Hollywood, il a fait face à une chute que même lui n'a pas pu éviter, celle de ses propres cheveux. Avec son corps sculpté, son énergie débordante et un sourire capable de forcer les portes les plus blindées, Lancaster semblait totalement invincible. Pourtant, vers la fin des années 40, alors qu'il tournait ses premiers films noirs,
Comme les tueurs, sa ligne de front commençait déjà à battre sérieusement en retraite. Et quand il a fait le grand saut pour devenir le héros romantique et aventurier du film Le Corsaire rouge, l'industrie du cinéma n'a plus eu d'autre choix. Cette idole athlétique avait un besoin urgent d'un sérieux renfort capillaire. Le souci, c'était que même la meilleure des doublures ne pouvait pas régler le problème de ces scènes. Ces tournages étaient truffés d'acrobaties, de bagarres, de duels à l'épée et de cascades impossibles. Comment s'assurer qu'une perruque tienne le choc face à un tel rythme? Le coordinateur des cascades, Lo Elias, l'a expliqué très clairement. On a dû utiliser une maille ultra fine et une colle spéciale pour que le postiche ne s'envole pas à chaque prise de vue. Et croyez-le ou non, ça a fonctionné à merveille. Au milieu des épées et des explosions, les cheveux de Burt ne bougeaient jamais plus que nécessaire. Mais ce qui était vraiment fascinant, c'était son attitude. Pas de drame, pas de secrets honteux. Si son moumoute avait besoin d'un petit ajustement technique entre deux scènes, il le demandait tout simplement, comme s'il s'agissait d'une épée cassée ou d'une épaulette un peu de travers. C'était un grand professionnel, pratique et sans aucun ego mal placé. Son grand ami et éternel rival, Kirk Douglas, qui lui n'a jamais porté de postiche, ne se privait pas pour taquiner Burt. Tu as un sacré avantage avec les femmes, tes cheveux sont tachetés et ils sont toujours parfaits. Ce à quoi Lancaster répondait toujours par un grand éclat de rire. Et les tiens sont peu. Être naturel, mon vieux? Mais ils sont loin d'être aussi sexy. La vérité, c'est que pour un homme aussi physique, aussi exposé et aussi exigeant envers lui-même, porter un moumoute n'était absolument pas une faiblesse. C'était juste un outil de travail de plus. Comme le tremplin au cirque, il était là pour que le spectacle ne puisse jamais échouer. Douglas Fairbanks. Douglas Fairbanks Jr. est né avec tous les atouts de son côté, un nom de famille légendaire, un visage ciselé, des manières de parfait gentleman et un héritage qui le plaçait d'office dans la noblesse d'Hollywood. Mais même les gènes de son père, le grand héros du cinéma muet, ne purent le protéger de la malédiction la plus démocratique du végétariat masculin, la perte de cheveux. Au début des années 40, alors qu'il servait avec distinction dans la marine pendant la Seconde Guerre mondiale, sa ligne de cheveux a commencé à reculer inexorablement. À son retour sur le grand écran, son image d'aventurier romantique et raffiné exigeait une restauration silencieuse. Et ainsi, comme si cela faisait partie intégrante de son smoking ou de son verre de cognac, Douglas a intégré le moumoute à son armure de cavalier. Mais il l'a fait avec une classe folle, une discrétion toute britannique et, surtout, sans en faire tout un plat. Le styliste Robert Schiffer l'a parfaitement résumé. Douglas gérait ses perruques comme un lord gérait sa garde-robe, avec une perfection absolue, mais sans jamais aborder le sujet. C'était une pure question de présentation, pas du tout de l'insécurité. À la différence d'autres stars qui utilisaient des postiches pour feindre une jeunesse éternelle, Fairbanks Jr. a laissé ses pièces capillaires vieillir en même temps que lui. À mesure que ses rôles évoluaient, passant du jeune premier à l'ambassadeur culturel et de l'aventurier au mentor, sa chevelure artificielle s'adaptait, devenant plus grise, plus clairsemée et bien plus digne, ce qui le rendait encore plus crédible aux yeux du public. Au fil des ans, alors qu'il naviguait entre les plateaux de cinéma, les salons diplomatiques et les soirées avec la royauté britannique, son image est restée impeccable. Non pas parce qu'il essayait de paraître jeune à tout prix, mais parce qu'il comprenait l'importance d'une présentation soignée. Son postiche n'était pas une tentative de tromperie. C'était une partie de l'uniforme pour celui qui savait que, dans certains cercles, l'élégance se mesure jusqu'au tout dernier cheveu, même si celui-ci a été acheté.